Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants de deuxième année licence agronomie, je vais essayer aujourd'hui de compléter avec vous les cours du module agronomie 2 partie animale. Avant de commencer, je vous informe que j'ai mis à votre disposition deux fichiers PDF sur la plateforme e-learning de l'université d'Adrar. Un fichier pour le cours et un deuxième pour le deuxième TD de rationnement. Avant d'entamer le troisième chapitre concernant la digestion et la digestibilité, je vais essayer de faire un rappel pour les deux premiers chapitres que nous avons vus auparavant. Le premier chapitre concernant la constitution des aliments, nous avons dit qu'un aliment est composé de une partie sèche, les matières sèches, une partie donc humide, c'est l'eau. Les matières sèches sont divisées en deux parties, matière organique et matière minérale. On trouve de la matière organique, des glucides, des lipides, des matières azotées et des vitamines. Dans les matières minérales, on trouve les différents minéraux, soit macro-éléments ou bien oligo-éléments. Nous avons aussi étudié des grandes familles d'aliments de bétail, les aliments simples et les aliments composés, à savoir les aliments grossiers, concentrés, aliments complets et aliments complémentaires. Dans le deuxième chapitre concernant l'appareil digestif, nous avons dit qu'un appareil digestif comprend trois parties: la cavité buccale, le tube digestif avec ses trois compartiments aux parties, l'œsophage, l'estomac et l'intestin, grêle et gros intestin, et enfin les glandes digestives qui sont dans chaque partie de ces compartiments. Au niveau de la cavité buccale, on trouve les glandes salivaires. Dans l'estomac, nous avons des glandes gastriques. Et dans l'intestin, nous avons des glandes intestinales, en plus, bien sûr, de les sécrétions de foie et de pancréas. Si on veut un peu développer ça, de cette présentation, nous avons donc deux types de cavité buccale. Pour les oiseaux, nous avons des becs pour l'appréhension de l'aliment. Pour les herbivores, nous avons une bouche et des dents. Chaque espèce possède une formule dentaire spécifique liée à sa manière de digestion. Pour l'estomac aussi, nous avons deux types, ou bien on peut classer les animaux sur deux catégories. Les polygastriques, qui possèdent plusieurs estomacs, poly, ça veut dire plusieurs, gastriques, estomacs, sont des herbivores ruminants, comme les bovins, les ovins et les caprins, et les pseudo-ruminants, comme le camelin. Pour les monogastriques, la deuxième catégorie, sont des herbivores monogastriques, c'est-à-dire possèdent un seul estomac, mono, un seul. Cheval et lapin, en plus des volailles, les espèces aviaires. L'intestin grêle et le gros intestin sont presque la même chose pour les espèces. La différence réside dans la longueur et le volume de ces intestins. On commence donc notre chapitre, la digestion. C'est quoi la digestion? Donc c'est la transformation ou la dégradation des aliments sont des substances insolubles que l'animal ne peut pas donc absorber en nutriments qui sont des produits simples absorbés par les muqueuses de l'appareil digestif de l'animal. Cette digestion, ou bien la simplification des aliments de l'appareil digestif, est réalisée par des processus qui se complètent. Trois processus. Nous avons la dégradation mécanique, la dégradation biologique et la dégradation chimique. La dégradation mécanique, avec trois fonctions: broyage, se fait par la mastication au niveau de la bouche. Pour les ruminants, nous avons deux mastications. Pour les autres, nous avons une seule mastication. L'insalivation, avec la sécrétion de salive par les glandes salivaires. Et le brassage par
concerne donc l'homogénéisation de la boule alimentaire par des contractions de l'estomac, du poche de l'estomac, ou bien un seul estomac pour les autres, donc pour les monogastriques. La dégradation biologique qui se fait par des micro-organismes qui concernent seulement les herbivores avec ces trois actions: hydrolyse, fermentation et synthèse. Et enfin, nous avons la dégradation chimique avec des diastases, les enzymes. Nous avons des dégradations chimiques gastriques avec des diastases sécrétées par des glandes gastriques. Et nous avons donc la dégradation chimique dans l'intestin avec des diastases sécrétées par les glandes intestinales. On commence avec la première dégradation mécanique chez les ruminants. Le broyage s'effectue par deux mastications, comme nous avons dit. La première mastication rapide, juste après l'appréhension de l'aliment, se fait par plusieurs mouvements par minute, où l'aliment est peu divisé et reste entassé dans la panse avec l'eau et la salive. La deuxième mastication, c'est la rumination, c'est-à-dire l'aliment revient à la bouche pour une deuxième mastication qui est très lente, une mastication par minute, pour briser les membranes cellulaires, ce qui nécessite bien sûr pour cette opération un rumen rempli, c'est-à-dire on ne peut pas déclencher la rumination chez l'animal si que le rumen soit rempli avec une portion des aliments grossiers aussi, c'est pas seulement des aliments concentrés, liquides, c'est-à-dire la présence de l'eau, et l'animal doit être donc en repos. La salivation permet donc de donner une solution tampon avec la présence de l'eau, du mucus, de l'urine et du bicarbonate. Par exemple, pour un gros bovin, nous avons entre 100 à 200 litres de salive jour. C'est une quantité énorme, surtout pour les ruminants, parce que la sécrétion de salive des ruminants est très développée et continue, de l'ordre de 20 litres par kilogramme de matière sèche. Enfin, brassage prolongé, accumulation de tous les aliments liquides et solides de l'urine, ramollissement et homogénéisation par des contractions musculaires. Tous les herbivores donc participent à cet brassage. Pour les ruminants, nous avons 4 poches, 4 réservoirs, l'urine, bonnie, feuillis et caillettes. Donc les 4 participent à cet brassage prolongé avec des contractions musculaires. Chez le cheval, la mastication est plus complète que chez les ruminants. Nous avons dit que la formule dentaire de cheval est complète, elle possède les 4 types de dents. La sécrétion salivaire est intermittente, entre 5 et 50 litres jour. Et enfin, le brassage stomacal est insignifiant. C'est-à-dire le brassage est beaucoup plus intestinal pour le cheval. Parce que le cheval, nous avons dit, il possède un estomac très petit qui ne fonctionne pas donc comme l'estomac des ruminants. Chez les volailles, le ramollissement intervient d'abord dans le jabot par humidification par l'eau, puis nous avons un broyage dans le ventricule succincturé, et enfin un malaxage dans le gésier en présence de gravier. C'est pour ça donc les oiseaux ingèrent du gravier pour faciliter le malaxage dans leur gésier. Deuxième dégradation, la dégradation biologique. C'est une fonction que nous avons dit propre aux herbivores, c'est-à-dire ne concerne pas les oiseaux, assurée par des micro-organismes vivants en symbiose avec l'animal, dont le rumen et le réseau chez les ruminants, par le cyclone et le côlon chez le cheval et le lapin. Donc nous avons une dégradation biologique stomacale pour les ruminants et même les pseudo-ruminants, et une dégradation biologique intestinale pour le cheval et le lapin. La microflore associée au rumen, nous avons deux protozoaires ciliés, sont donc de l'ordre de 100 000
à 1 million par millilitre de jus de rumin. Elle représente 50% de biomasse de rumin dans un pH neutre. Sont des phagocytes, nourrissent par des bactéries, c'est-à-dire les protozoaires mangent les bactéries, consomment des glucides et protéines alimentaires, c'est-à-dire ils font des dégradations des glucides et protéines donc mangés par l'animal. Et enfin, faire donc la synthèse de la vitamine B. Ce qui permet donc une vie de symbiose entre l'animal et les micro-organismes. L'animal héberge les micro-organismes et leurs 3 actions. Il hydrolyse, il digère les aliments par les enzymes, l'amylase, cellulase, protéase et lipase. Sont donc des diastases en fonction de la matière dégradée, l'amylase pour l'amidon, la cellulase pour le cellulose, protéase pour les protéines, lipase pour les lipides. Et le résultat de cette hydrolyse sont des os, sucre simple, ammoniac NH3 et minéraux. Deuxième étape, c'est la fermentation, ou la deuxième action. La fermentation en anaérobie à partir des produits de l'hydrolyse qui donnent 3 sortes de produits. Nous avons l'énergie, l'évacuation de l'énergie nécessaire aux microbes, des gaz perdus par éructation de l'animal et les acides gras volatiles. La troisième étape, ou bien la troisième action, la synthèse. Il synthétise des substances propres aux matières, aux micro-organismes et des polyolosites de réserve et des vitamines B. De l'autre côté, l'animal tire parti de la présence des microbes. Il utilise les acides gras volatiles qui sont élaborés par ces micro-organismes comme l'acide acétique, acide propionique et acide butyrique absorbés par le sang. Il bénéficie de la synthèse des vitamines B. C'est très important. Il digère la propre substance des microbes contenue par des protéines microbiennes. Troisième dégradation, la dégradation chimique se fait en 2 digestions dans 2 milieux différents. La dégradation gastrique, elle s'effectue en milieu acide de l'acide chlorhydrique. Les glandes gastriques de la caillette sécrètent la pepsine, dégradent les protéines en polypeptides et la présure coagulée, donc le lait, et la cataptase liquéfie ce coagulum chez les jeunes. Donc, présure et cataptase, c'est pour les jeunes ruminants, c'est-à-dire les jeunes qui mangent seulement de lait, qui s'allaitent avant sevrage. La digestion intestinale s'effectue donc en milieu neutralisé à cause de la sécrétion de la bile. Nous avons 2 types de diastases dans cette digestion intestinale. Les diastases de sucre pancréatique, l'amylase, le maltase, la lipase et la trypsine. Et nous avons des diastases du sucre intestinal, sécrétées par les glandes intestinales, saccharase, lactase, l'amylase, maltase, lipase et érepsine. Donc, chaque diastase fonctionne avec un type d'aliment ou de nutriment. Le saccharase, par exemple, la saccharase pour le saccharose. Lactase pour le lactose. L'amylase, amidon. Maltase, maltose. Lipase, lipide. Érepsine, protéines. Donc la différence dans les diastases pancréatiques et intestinales, c'est le nom de trypsine pour les protéines sécrétées par le sucre pancréatique et érepsine sécrétée par le sucre intestinal. Cette présentation nous donne donc le schéma de la digestion des glucides chez le ruminant. Nous avons l'aliment, ici, elle rentre par la bouche. Nous avons des glucides pariétaux, l'amidon et du sucre soluble, du sucre simple. Ces sucres sont utilisés directement dans le rumen.
Donc la digestion du sucre soluble et de l'amidon se fait dans le rumen, jusqu'à 95% pour les ruminants, et dans l'intestin pour les non-ruminants. La digestion de la cellulose est uniquement bactérienne. Vous voyez ici, intestin grêle, donc, et à rumen, nous n'avons pas vu une dégradation de glucides pariétaux. Oui, se trouve là la cellulose, uniquement bactérienne. Cette digestion se fait en deux phases. L'hydrolyse, qui donne les glucides, sont hydrolysés sous l'action des enzymes hydrolytiques pour donner du glucose. Vous voyez ici, ça c'est le résultat de l'hydrolyse. Et après, la fermentation, ce glucose subit une fermentation et donne un mélange d'acides gras volatiles, voilà, du gaz CO2 et CH4, méthane, qui sont évacués par éructation, et une partie de l'énergie, donc, dans le rumen. Cependant, ces proportions peuvent présenter des variations importantes selon la composition de la ration, bien sûr. Pour les matières, les lipides, matières grasses, les lipides d'origine alimentaire, donc s'hydrolysent, nous donnent du glycérol et des acides gras saturés et insaturés. Donc les rations de ruminants contiennent déjà seulement 3 à 5% de lipides dans les matières sèches. Ces lipides sont constitués d'acides gras en C18 généralement, non saturés. Les microbes du rumen le transforment en acide stéarique, C18 saturé. L'acide stéarique sera par la suite digéré dans l'intestin. Donc il passe transformation vers l'intestin grêle. Chez les non-ruminants, les lipides sont émulsionnés par la bile, puis hydrolysés en glycérol et acide gras. En glycérol, puis en acide gras, donc volatile, par le suc pancréatique et intestinal, par la lipase, l'enzyme qui dégrade les lipides. Pour les matières azotées, donc nous avons l'aliment ingéré par l'animal, et nous avons des protéines alimentaires. La dégradation, elle se fait en 3 étapes. La protéolyse, les matières azotées alimentaires subissent dans le rumen une dégradation plus ou moins intense et rapide dans l'ammoniac et le produit terminal. Donc il nous donne un H3. C'est ça le résultat de cette dégradation microbienne, soit pour les non azotés ou bien les acides aminés. Deuxième étape, c'est la synthèse, protéosynthèse. Cet ammoniac, plus des éléments carbonés, présence de l'énergie bien sûr, soit sont utilisés par les micro-organismes du rumen pour synthétiser leurs propres protéines, c'est les protéines microbiennes, appelées donc protéines microbiennes, ou une partie, c'est-à-dire l'excès de cet ammoniac, peut être donc rejeté après absorption vers le sang, passer vers le foie et donc évacué dans l'urine pour éliminer cet excès donc de l'ammoniac. Et enfin, nous avons la digestion donc des protéines. Toutes les protéines alimentaires et microbiennes passent dans la caillette, le 4e push pour les ruminants, puis vers l'intestin grêle. Oui, elles sont subies alors une digestion enzymatique par la pepsine, lipase qui fait donc cette dégradation, ou bien la trypsine dans l'intestin ou l'éripsine. Donc trypsine sécrétée par le suc pancréatique, l'éripsine sécrétée par suc intestinal. Chez les chevaux, le mécanisme protéolyse microbienne protéosynthèse se passe dans l'intestin. Vous voyez ici, c'est comme écolore.
donc les protéines passent directement vers l'intestin et ne subit aucun changement dans l'estomac ou bien dans l'intestin grêle. Les protéines microbiennes sont peu utilisées par le cheval. Pourquoi? Parce que son dégradation suffit à la fin de l'appareil digestif, c'est-à-dire dans le gros intestin. Donc son utilisation est faible. La grande partie de cette protéine évacuée ou la rejetée par, ou bien rejetée par, avec les excréments. Ce qui donc exige pour cet animal des protéines alimentaires de bonne qualité et avec une valeur biologique importante, contenant des acides aminés indispensables, surtout en période de production. Parce que si on donne une mauvaise ration pour cet animal, l'utilisation des protéines sera donc faible. Chez le lapin, il est comme le cheval bien sûr, la synthèse des protéines microbiennes a lieu dans l'intestin, mais il y a une spécificité pour cette espèce. Le lapin peut récupérer ces protéines microbiennes et des vitamines B par le mécanisme appelé psychotrophie. La psychotrophie. Les psychotrophes, ou bien les croûtes moules, psychotrophes ou croûtes moules, qui sont élaborées par le lapin, ne sont pas des excréments comme les croûtes dures, sont plutôt des psychotrophes. Sont des boulettes formées dans le psychome. C'est pour ça qu'on dit psychotrophes en lien avec le psychome. Rejeté par l'anus et ingéré une autre fois par la suite par le lapin. Ce second passage dans le type digestif permet la digestion des protéines microbiennes et de vitamine B, donc retenues dans cette psychotrophe. C'est pour ça que le lapin peut réutiliser donc les protéines microbiennes rejetées par les psychotrophes. Ce qui n'est pas la même chose pour le cheval. Deuxième point de cette présentation, la digestibility, ou bien le coefficient de digestibility. Nous avons vu la physiologie de la digestion. Maintenant, on va essayer de quantifier cette digestion. C'est la digestibility. Donc, on appelle digestibility au coefficient de digestibility, au coefficient d'utilisation digestif, si on dit le pourcentage de l'aliment retenu par l'organisme. C'est-à-dire la partie de l'aliment qui a été vraiment ou réellement utilisée par l'animal. Parce que nous avons une partie qui sera utilisée, une partie qui sera excrétée dans les fésses. Nous avons deux expressions de la digestibilité. La digestibilité apparente, lorsqu'un animal ingère un aliment, une partie seulement est transformée par la digestion en produit assimilable par le sang. C'est la fraction digestible. Le reste est rejeté sous forme d'excréments aux fésses, c'est la fraction rejetée. Donc, la fraction digestible, c'est la différence entre l'ingéré, la quantité de l'aliment ingéré par l'animal, moins la quantité excrétée, c'est les fésses. Sur le total ingéré, fois 100. Ce calcul peut s'appliquer bien sûr pour un même aliment, pour les matières organiques, c'est-à-dire on peut dire digestibilité apparente de matière organique, digestibilité apparente de matière azotée, digestibilité apparente de cellulose, et ainsi de suite. Comment on peut mesurer cette digestibilité apparente? Nous avons pas mal de méthodes. La première méthode, c'est la méthode in vivo. Sur un animal vivant, maintenu en cage, comme vous voyez dans la photo, nous avons ici une chèvre, on quantifie la quantité ingérée dans cette soupe, et bien sûr la quantité excrétée après cette digestibilité. Et comme ça, on peut calculer la digestibilité apparente facilement. Deuxième méthode, in vitro, dans une éprouvette, bien un type de verre. Des méthodes simplifiées sont expérimentées comme celle qui consiste à mesurer la digestibilité des fourrages verts par fermentation d'un échantillon dans un type de verre
en présence de jus de rumen. Nous avons donc le jus de rumen, comme se trouve pour l'animal. En plus de l'échantillon dans l'aliment, on peut donc déduire la digestibilité apparente. Pour d'autres digestibilités, par exemple dans l'estomac et l'intestin, on ajoute de diastase digestive. Par exemple dans l'estomac, on ajoute par exemple pour les protéines la pepsine. Troisième méthode, la digestibilité par la mesure, les mesures donc in sacco, avec un sac en nylon trossy émergé dans le réma d'un animal, comme les vaches fistulisées, comme vous voyez dans la photo ici, permettant l'immersion directe dans la panse de réma du sac de nylon trossy contenant l'échantillon à analyser. Soumis aux fermentations du réma, l'aliment en question est analysé avant et après le test. Comme ça, on peut parler de degradability in sacco. Deuxième expression de la digestibility, c'est la digestibility réelle. L'animal ne rejette pas seulement les aliments non digérés, comme nous avons vu, la digestibilité réelle, c'est le F, parce que cet F contient une fraction ne revient pas à l'aliment. Donc, il élimine aussi des substances d'origine endogène, comme les cellules mortes de l'animal, qui partent par discomation, des enzymes, des bactéries de type digestif qui peuvent évacuer avec les fécès, qui ne faisaient pas partie de l'aliment. D'où le rapport, donc dr égale la quantité ingérée, fraction ingérée, moins, on ouvre la parenthèse, nous avons les fécès totales, fraction excrétée, moins la partie endogène, c'est le FE, fécès endogène, FE, fécès endogène, sur la partie ingérée fois 100, nous donne donc la digestibilité réelle. Pour calculer la digestibilité réelle, il faut prévoir d'évaluer la fraction endogène, FE, qui est mesurée par des isotopes radioactifs permettant de marquer les aliments. Cette digestibilité peut être variée en fonction de l'animal et de l'aliment. Pour l'animal, nous avons 3 points. Elle varie avec 3 variations plutôt. Elle varie avec l'espèce. Les ruminants, par exemple, sont capables de digérer les celluloses mieux que les autres animaux. Elle varie en fonction de l'âge de l'animal. Le veau, le petit donc, est incapable de digérer la cellulose qu'après sevrage. Elle varie aussi en fonction de la production. Chez une vache laitière, le transit digestif est très rapide par rapport à une vache à l'entretien. C'est pour ça que la digestibilité donc devient différente à cause de cette transit rapide. Pour l'aliment, nous avons 5 variations. Elle est liée à la teneur en cellulose et en lignine. La lignine, par exemple, n'est pas digérée dans le tube digestif. Donc la quantité de lignine qui rentre sort dans les fécès. Elle varie aussi avec l'âge de la plante. La lignine incruste la cellulose dans la paroi de plante avec l'âge. Avec l'avancement ou le vieillissement de la plante, on trouve une grande donc, quantité de la lignine qui incruste la cellulose et rendre sa digestion difficile. Lorsque la plante vieillit, la lignine enferme le contenu cellulaire, le rend inaccessible au sucre digestif, donc on le trouve dans les fécès. Elle dépend aussi de l'espèce fourragère, elle dépend aussi de l'encombrement de la ration. Espèce fourragère, par exemple, nous avons des légumineuses, ne sont pas comme des graminées, parce que la composition de cette fourrage est différente de l'autre. L'encombrement de la ration, si le volume de la ration est trop grand, l'estomac est distendu, le brassage devient difficile et la digestibilité, bien sûr, devient moindre et le contraire pour un fourrage ou un concentré qui sont facilement digestibles dans l'appareil digestif de l'animal. Et enfin,
elle est liée aussi à la composition de la ration. Voilà, c'est la fin de cette présentation concernant le troisième chapitre, la physiologie de la digestion et la digestibility. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail qui s'affiche au-dessous. Et on se retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois avec une autre vidéo. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.